Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 74e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 30 mai 2022. Tristan, bonjour, bonsoir, comment ça va? Salut Marc, ça va bien? Toi? Ah, ça va. Après une semaine, la semaine dernière, ceux qui nous suivent ont probablement remarqué qu'il n'y avait pas de podcast. Ouais. Car on s'est rendu compte que lundi dernier, étant donné qu'on enregistre les lundis, était une journée fériée. Donc, c'est pour ça. Il n'y a pas de Vu podcast. qu'on a un talk show maintenant, faut faire attention à nos invités aussi. Fait que, C'est vrai. Notre invité aussi avait un férié, donc on respectait tout le monde là-dedans. Petite journée de congé, petite semaine de congé. C'est ça. Puis on n'a pas menti la dernière fois parce qu'on a parlé, aujourd'hui c'est un épisode spécial aussi, on va y revenir, mais la dernière fois on a parlé de retraite dans l'épisode 73, puis là aujourd'hui on a un invité pour nous parler de d'autres choses, donc on n'avait pas menti. En lien avec ça par exemple. En lien avec ça. Ouais. Entre deux martinis, on peut dire qu'on est un podcast fiable. Oui. Exactement. Fait que, as-tu, toi, quelque chose à nous présenter? Un petit quelque chose? Un martini, tu veux dire? Non, un écoute, drink, un martini, une anecdote. Pas d'anecdote, pas de recette de risotto, pas de rien de ça, puis pas un martini, j'ai rien à tout casser cette semaine. C'est drôle que tu dis ça, j'ai mangé du risotto hier. Ok. Écoute, on s'en était même pas parlé. Et, bon, mais c'est ça, non, un martini très classique cette semaine. Écoute, le récif, je suis encore bien collé là-dessus. Donc, je suis retourné sur le récif, des olives pas royales, puis du noix liprate, par exemple, pour mélanger tout ça, comme d'habitude. Ah, tu vois, on est pas mal pareil aujourd'hui. Ok, pour vrai? Moi aussi, je suis sur le récif. Par contre, j'ai mes olives royales, puis c'est pas du noix liprate, moi, que j'ai du Lionello, parce qu'il n'y avait pas de noix liprate la dernière fois. Ok. Ouais. Fait que c'est ça. Puis j'ai plus de, tu sais, le Dirty Sous, le jus d'olive, j'en ai plus. Fait que là, je vis sur mes réserves de pots de jus d'olive vide. Ok, je comprends. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Je pense qu'on va être obligé de s'organiser pour une commande de Dirty Sous en groupe. Ouais, effectivement. Puis là, c'est ça. J'avais été à sac l'autre fois, mais ça n'avait pas donné que j'achète du gin parce que je voulais acheter, tu sais, pas mal de bouteilles de vin, parce qu'ils ont augmenté les prix là, récemment. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a une augmentation de à peu près 3%, puis il y a des trucs de plus. Là, fait que j'ai été le samedi, ça a augmenté, je pense, dimanche dernier. Fait que je me suis dépêché. Puis là, ben, les gins commencent à coûter quand même cher, là, surtout avec l'augmentation. Ça va me prendre un conseiller financier pour me faire un budget, là, je pense, dans pas long. Wow! J'ai utilisé un mauvais mot, mais c'est correct. Non, mais c'est correct. Là, ça va tout ça sera bien présenté après, mais quelle belle façon de faire le pont. Mais écoute, avant que tu fasses justement ce pont-là et que tu nous présentes notre invité, que t'expliques ton beau lien que tu viens de nous faire, ta belle transition. Moi, je veux juste dire, je suis vraiment en poche. J'ai complètement oublié que les prix augmentaient. Je suis pas allé faire de réserve, je suis pas allé rien chercher. Je vais être celui qui va payer plus cher la prochaine fois que je vais aller à la SAQ. C'est ça. Vous va être en Ontario. Ouais, j'irai à LCBO. Quoique, pour vrai, le vin, aparté, là, j'ai acheté du vin à LCBO. N'achetez jamais ça. Ils prennent clairement les restes que le Québec veulent pas. Hein. Pour vrai? Ben, on va avoir des papiers. Les vins du Canada qui ont sont bons parce qu'ils en ont clairement plus qu'ici au Québec, mais n'achetez pas les vins qui viennent d'Europe à la LCBO. Les Ontariens n'ont pas de goût. Alors, c'est un commentaire éditorial, puis de chez moi des roches. Mais le vin rouge qu'on a au Québec et à la SAQ, est clairement meilleur que celui qui se retrouve en Ontario. Bon, mais c'est noté tout ça, c'est noté. Yes. Je te laisse aller avec la présentation. Ben oui, c'est ça. Fait que, bon, ben, la dernière fois, comme je l'ai dit au début de l'épisode, on a parlé de retraite, puis là, qui de mieux placé pour nous en parler qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le domaine. Fait que c'est pour ça que cette semaine, on va recevoir Geneviève Lavigueur, qui est conseillère en gestion de patrimoine et vice-présidente chez Alta Stratégie Financière, pour nous parler un petit peu de son parcours, de ce qu'elle a fait dans la vie, puis peut-être donner quelques conseils en cette période
incertaine financièrement. C'est un bel exercice de diction, ça, ce que tu viens de dire là. J'avoue, hein, j'ai dit pas des affaires. Fait que, ben, sans plus attendre, on va la présenter. Geneviève, tu peux allumer ton micro puis saluer notre audience. Salut Geneviève, comment ça va? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Ouais, ça va super bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Yes. Je pense que vous vous connaissez en plus dans la vraie vie, vous deux. Ouais, ben la oui. vraie vie. Ah, parce Dans que la c'est- vraie vie. Pas la vie virtuelle, là, la vraie de vraie. Ouais, on se connaissait avant que tout soit en Zoom, puis que ce soit juste des appels téléphoniques. Moi et Geneviève, on se connaît depuis un moment. Ouais, Geneviève, en fait, moi, je peux la présenter un peu. Marc-Antoine, tu l'as bien présenté au niveau professionnel, mais oui, Geneviève, c'est la blonde d'un de mes amis. Puis non seulement ça, depuis quelques années, justement, aussi, elle s'occupe de moi pour tout ce qui est la gestion de patrimoine, les assurances, des choses comme ça. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée de la recevoir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait quand même une couple de semaines, même j'ai quasiment le goût de dire une couple de mois qu'on essayait de l'avoir. Fait que pas facile. Mais finalement, aujourd'hui, on est content que tu sois là. Yes. Ben, merci. C'est super réciproque. Merci d'avoir pensé à moi. C'est vraiment un grand plaisir de faire partie de votre podcast que j'ai écouté quand même plusieurs épisodes et j'ai ri à plusieurs moments. Donc, félicitations pour ça beau aussi, c'est programme. bon. Mais oui, mais vous êtes constant quand même. Épisode 74, y a-t-il un target de combien d'épisodes qu'on atteint ou... Non, il y a pas de. Non, je pense pas qu'il y a d'épisodes, il y a de cibles. Je pense plus que c'est. On y va go with the flow. Puis, Ouais, c'est plus pour le fun aussi, là, tu sais, qu'on. Ouais. C'est ça. Mais on va bientôt être dans le 5% Spotify, c'est-à-dire que quand t'as plus que 30 abonnés sur Spotify, t'es dans le 5% en haut. Fait que ça prend pas beaucoup d'abonnés pour être dans les meilleurs podcasts. Non, c'est ça. Puis Voilà. en plus, ça nous donne une excuse de boire un martini un lundi après-midi. Exactement, on peut boire le c'est lundi. ça. C'est ça. Ouais. Fait Mais que, d'ailleurs, hey, ouais, c'est ça, avant de, parce que là, il y a tout le temps la tradition entre deux martinis, puis des fois, on l'oublie, puis on le fait à la fin. Fait que là, on l'oublie pas, on le fait au début. En tant qu'invité, Geneviève, tu te dois de nous présenter ta recette de drink préférée. Donc, je te laisse aller là-dessus. Ouais, ben écoutez, moi, j'aime bien vous écouter, mais les martinis, c'est moins dans ma corde. Donc, aujourd'hui, je vous présente une recette de Cosmo, le fameux classique Cosmo. Je vous dirais, ça fait une dizaine d'années que je bois ça. En fait, c'est la mère de mon conjoint qui m'a fait découvrir ça, puis j'adore ça. En fait, on avait des invités justement samedi pour un barbecue à la maison, et c'est ce qu'on a fait. Et ma chum de fille a adoré, donc... c'est encore un classique de mon côté, là. Est-ce qu'il faut que j'explique la recette avec les quantités? Ouais, mais comment toi tu l'as fait? Écoute, si t'as des petits special features de tout ça, tu peux y aller. Twist. Ouais. Ouais, ben je pense pas que c'est super compliqué, là. Je pense que c'est un classique, mais bref, ma recette, je l'ai sous les yeux. On remplit notre shaker de glace là, au moins à moitié, si c'est pas aux 3/4. Si on y va pour une portion, on met 1 once de vodka, 1 demi-once de Cointreau, 1/4 de tasse de jus de canneberge et 1 demi-lime de jus, là, donc 1 demi-lime pressé, puis même que si on aime ça, puis on veut que ça soit frais l'été, dans une soirée, un 5 à 7 qui fait quand même chaud, ben on peut en mettre plus qu'une demi-lime, là, c'est ça qui fait que c'est super frais. Et évidemment, un petit quartier de lime sur le bord du verre, c'est toujours cute pour la présentation. Très estival. Ouais, puis je pense que j'ai pris ça peut-être 1-2 fois dans ma vie des Cosmos, puis en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que c'est comme du jus, là. Ça goûte, tu sais, c'est facile d'oublier qu'il y a de l'alcool là-dedans, c'est tout ce que je vais dire. En effet. Je suis quand même content que tu aies rajouté la twist D'accord. Cointreau puis les autres affaires, parce que moi, dans ma tête, un Cosmo, c'est de la vodka puis jus de canneberge. Juste ça. Non, mais le Cointreau, c'est pas... du Cointreau, ça se peut-tu que ce soit amer un peu? Je sais pas, je C'est bois pas pas plus ça. sucré. Il me semble... Ben, moi, je le goûte dans mon Cosmo, mais il me semble que c'est plus sucré qu'amer. Ok, c'est bon. Je suis pas une pro de l'alcool. Ok, mais en tout cas, bref, c'est un très bon... Puis ça se sert-tu dans un verre à martini, ça, un Cosmo? Ou, Il me semble que oui.
Ben moi, je le mets plus dans un verre à cocktail, là, ben oui, dans le fond, c'est un verre à martini, t'as raison, en triangle. Ben oui, Oui. effectivement. Pas ça dans Sex and the City qui boivent tout le temps? Ben oui, ça vient de là. OK! C'est ça. D'ailleurs, j'ai des Marc-Antoine. verres à martini de ça à la maison. OK. Fait qu'on sait c'est quoi les séries que Marc-Antoine écoute chez Non, eux, non, en non, c'est plus. parce que ma blonde, l'autre fois, elle a pété un de mes verres à martini, puis elle m'a dit qu'au pire, elle avait des verres de Sex and the City, fait que j'ai décliné l'offre. OK. Je comprends. OK. Mais là, on comprend d'où ça vient. Là, Ouais, d'accord. c'est vrai que ça vient de là. Ma belle-mère, elle a écouté ça, puis elle adore cette série-là, effectivement, et le film et tout ça. C'est là Bon. qu'elle a eu son inspiration. Ouais, exact. Good. Good, Ok, ben, merci pour ta merci. recette voyons, pas de, j'allais dire de Cointreau, mais de Cosmo. Et là, d'emblée, quand on s'est parlé avant de commencer l'enregistrement, tu nous as dit que c'était quand même compliqué là, de te présenter. Fait que j'ai été avec ce que tu m'as dit, mais je pense qu'il n'y a pas personne de mieux que toi pour te présenter toi-même. VP Alta, stratégie financière, conseillère en gestion de patrimoine. Qu'est-ce que tu fais au day-to-day? Puis ça vient d'où cette passion et pourquoi tu as choisi ce domaine? Oui, c'est une excellente question. Mais en fait, pour répondre à ta première question de comment me présenter, effectivement, c'est compliqué parce qu'on est vraiment dans un domaine de licence et de permis. Donc, j'ai plusieurs permis reliés à ma pratique d'affaires. Donc, conseillère en gestion de patrimoine étant un permis. En gros, c'est la gestion des actifs en valeur mobilière. J'ai un autre permis qui s'appelle conseillère en sécurité financière. En fait, c'est simplement le droit de faire de l'assurance de personnes, donc tout particulier ou entreprises qui ont besoin d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance maladie grave. C'est des choses, en fait, je peux évidemment faire l'analyse de besoins par rapport à leur situation, leur entreprise. Et évidemment, par la suite, je peux évidemment les conseiller vers le meilleur produit. Je suis courtier, donc je suis complètement indépendante. Donc, ce soit de l'assurance vie chez Manuvie ou chez Intralliance, chez Canada Vie, chez SSQ Assurance, j'ai accès à tout le marché. Et dans le fond, j'ai vraiment une échelle de commission qui est standardisée sur le marché. Donc, c'est-à-dire, j'ai aucun incentive d'aller vers un assureur plus que l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous différencie chez Alta Stratégie financière, qui n'est pas le cas de tous les conseillers en sécurité financière. Et l'autre titre que j'ai, c'est conseillère en assurance et rente collective. Donc, je fais énormément d'assurance et de rente collective en entreprise. Donc, quand on parle d'avantages sociaux, ben effectivement, je peux monter un régime d'assurance collective. On peut transférer un régime qui existe déjà, le personnaliser. Puis je suis consultante. Donc, je viens vraiment conseiller les clients, les aider aussi à monter un régime. Surtout en ce moment, je vous dirais, c'est beaucoup d'actualité avec la rareté de la main-d'œuvre. On veut évidemment attirer les talents. On veut retenir les talents aussi. Donc, une façon de se différencier, c'est en ayant un régime d'assurance collective, oui, mais qui est vraiment personnalisé et qui vient sortir du lot pour une entreprise, bien, ça devient une valeur ajoutée à travailler dans cette entreprise-là. Donc, ça, c'est super important. Mais moi, j'ai une petite question vite, parce que Oui. là, tu me parles de tout ce que tu fais, en fait, au quotidien. Y a-tu quelque chose que tu fais plus que d'autres ou tu fais ça vraiment à part égale, tout ce bagage-là que tu as? La question qui tue, ça, c'est la question du jour. On pourra inviter mon partenaire éventuellement à votre podcast, mais écoute, moi, à ce jour, je fais plus d'assurance collective parce que dans l'équipe, à ce jour, je suis la seule à avoir ce permis-là. Okay. Mais outre ça, je fais quand même beaucoup de gestion, dans le fond, de gestion des actifs de mes clients. Puis au niveau de l'assurance de personnes, j'en fais beaucoup, mais surtout les dossiers corporatifs, les dossiers qui sont plus monsieur, madame, tout le monde, qu'on a un besoin temporaire, 20 ans et tout ça. Je vais conseiller le client, mais on va le référer à un collègue justement dans notre équipe qui va pouvoir s'occuper de ce client-là de A à Z. Là. Mais moi, je veux juste comprendre, là, dans le fond, ton partner, c'est votre compagnie dans le fond, puis Ouais. vous êtes combien dans la compagnie? En date d'aujourd'hui, on est 5. Par contre, il y a une personne qu'on savait qui nous quitte pour être, elle termine ses permis pour être agent immobilier, courtier immobilier. Okay. Donc, on recherche quelqu'un de façon
de façon très active et on a une autre personne aussi, on a un autre poste à combler étant donné notre croissance actuelle. Ils ont toutes des spécialités différentes ou tout le monde a à peu près le même background que toi, mettons? Non, ben en fait, Antoine Chaume, pour ne pas le nommer, c'est mon associé. Donc, Antoine, lui, il est planificateur financier. Donc, ça, c'est un titre que moi, j'ai pas. Donc, on est 2 partenaires avec licence. On a une adjointe administrative en recherche d'une autre adjointe. Donc, pour l'instant, notre adjointe, elle n'a pas de permis, mais elle peut tout faire quand même. La future adjointe, ben, ça sera juste une valeur ajoutée si elle peut avoir des permis. Donc, elle va pouvoir peut-être conseiller les clients, là. Mais tu sais, si la personne n'a pas de permis, on peut quand même fonctionner. Fait qu'on aurait 2 adjointes éventuellement. Puis, on a Olivier, qui est un représentant dans notre équipe, qui a ses permis comme conseiller en sécurité financière. Il a son permis aussi comme conseiller en gestion de patrimoine et il s'en va compléter son examen pour devenir planificateur financier dans 1 mois. Il va être CFA à la fin de l'été, niveau 2 aussi. Oui. Là, j'ai une question. Puis tu peux-tu, mettons, faire une synthèse de dire c'est quoi la différence entre un conseiller en gestion de patrimoine, un planificateur financier, puis un conseiller t'as nommé 3 en sécurité financière. En sécurité financière. C'est quoi la différence, tu sais, comme la grosse différence entre ces 3 titres-là? Ouais. Ben écoute, j'essaye de vulgariser depuis le début, mais je me rends compte que ça fait presque 10 minutes qu'on est là-dessus. Ouais, mais en fait, non, mais c'est drôle parce que oui, c'est important. Puis c'est surtout que, tu sais, j'ai l'impression que en fait, ce qui amène un peu cette complexité-là, c'est que ça s'est tellement je sais pas, endurci au niveau de la législation et des règles entourant la pratique dans le domaine financier dans les 10 dernières années. Ça se peut-tu que ce soit ce qui explique que maintenant ce soit un peu plus technique puis difficile à faire la part des choses? Ouais, je pense que oui aussi. Ben, c'est une excellente question. Est-ce qu'il y a 10 ans, c'était tant que ça différent? Je pense pas. Il y avait autant de permis. C'était peut-être moins connu ou moins sévère en termes de conformité. Je pense que c'est peut-être ça la différence. Tu m'as dit au début qu'on ne pouvait pas dire conseiller financier. Moi, tu vois, j'ai toujours dit ça. Puis même dans le temps, on parlait de vendeur d'assurance. Je pense plus qu'on dit ça aujourd'hui. Non, je pense pas. Effectivement. Ben, tu sais, dans le fond, on va le vulgariser, là. Vendeur d'assurance, c'est vraiment le titre conseiller en sécurité financière. OK. Fait que ça, c'est de l'assurance. Ensuite, planificateur financier. Il va monter une planification financière pour le client, donc projection de retraite, planification fiscale, ça peut être une planification successorale, donc quand on a un gros patrimoine, on veut s'assurer d'avoir une optimisation fiscale au décès et que la succession ait le plus d'argent net possible, ben ça c'est vraiment une planification successorale. Donc il y a différents types de planification selon le besoin, selon le client. Selon l'organigramme aussi, s'il y a des entreprises reliées à tout ça, ben là, ça devient beaucoup plus complexe. Mm-hmm. Mais bref, mettons, en date d'aujourd'hui, Tristan, tu viens me voir, tu me dis, John, écoute, moi, je veux me retirer, j'aimerais ça être indépendant financièrement, je sais pas, dans 15 ans, 20 ans. On est du cœur de calculer ça. Qu'est-ce que je dois faire exactement en date d'aujourd'hui pour m'assurer que... Non, mais c'est bon, c'est ça, c'est de ça qui fait le bon pont avec ce qu'on a parlé la semaine passée, parce que ça, c'est tout des bons, tu sais, c'est là qu'on... Ouais. Mais c'est pas grave, je te laisse finir. Écoute, je voulais pas te faire de name dropping, mais c'était trop facile. Mais bref, si Tristan m'approche et me dit, bon, j'aimerais ça, tu sais, savoir à quoi ça ressemble dans 15-20 ans, ou si je continue comme je fais aujourd'hui, même revenu, même dépenses, je fais pas de changement, est-ce que je suis capable de prendre ma retraite à 60 ans? Donc, ça peut être questionné de différentes façons. Alors là, à ce moment-là, moi, j'ai pas, je pense que j'ai les compétences, mais j'ai pas le titre et je ne peux pas faire de planification financière. Donc, de là que j'ai Olivier et Antoine pour monter, Olivier dans 1 mois, mais Antoine pour monter la planification et la présenter aux clients. Est-ce que puis tu sais, on parle de ça, mais mettons que tu donnais un conseil à quelqu'un, ce serait-tu bien grave? Vu que tu dépasses un peu le cadre de tes compétences, mais surtout de tes licences, y a-tu une police de, tu sais, parce que il y a l'ordre des l'AMF, oui. Québec, il y a l'AMF, mais c'est ça. L'AMF, c'est une police, c'est une
Dans le fond, c'est un organisme d'autoréglementation. Donc, C'est eux qui peuvent faire que tu perds ton permis aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, pour répondre à ta question, Tristan, c'est quand même très grave. Là, on s'entend, faut que quelqu'un me dénonce, mais c'est sûr que c'est ma carrière qui est en jeu, là. Okay. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, tu peux pas vraiment dire qu'est-ce que tu conseillerais, mettons, pour quelqu'un qui fait tant de revenus, exemple, puis REER, CELI, REI, ces affaires-là, tu sais. Premièrement, ça va me prendre plus de... non, je sais. Marc-Antoine, il veut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire un podcast, puis partir avec des conseils pour cette Non, mais moi, financière. je suis déjà ben backé, mais je pense que c'est quand même un sujet qui revient souvent. Je suis sur plein de blogs de médias sociaux, de monde qui cherche à des meilleures manières d'investir, quoi faire, tu sais, avec mon argent, mettons, j'hérite de 100 000 $, je fais quoi? Ça, je peux le faire. Ça, moi, je suis conseillère, pour revenir au titre, Marc-Antoine, pour continuer à te démêler, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Donc, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, je viens d'avoir un héritage, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, évidemment, il y a des discussions à avoir, situation actuelle du client, quels sont les objectifs à court, moyen, long terme, financiers, familiaux, personnels, parce que c'est toutes des choses qui viennent affecter le budget, veut pas. Suite à ça, oui, on peut faire une planification financière, mais je peux quand même conseiller le client avec des investissements qui vont être personnalisés à sa situation, ses objectifs financiers et aussi, on l'oublie souvent, mais le profil de risque du client et l'horizon de placement, ça, j'en ai un peu parlé dans les objectifs court, moyen, long terme. Mais c'est super important, tu sais, le profil du client puis sa tolérance au risque. Pour chaque personne, c'est complètement différent. J'ai des clients qui vont m'appeler quand que les marchés vont faire -2, puis j'exagère un peu, là, mais je veux dire, je vais mettre ça un peu à l'extrême pour vous l'imaginer un peu, mais il y a des clients qui aiment pas ça, là. On fait -2. Puis en ce moment, ils doivent pas filer en ce moment. Non, parce que on les a bien identifiés, ces clients-là. Et on est allé avec des placements conservateurs, malgré le fait que peut-être des fois ils sont jeunes, malgré le fait que je prendrais pas nécessairement ces décisions-là moi-même pour mes choses. Par contre, c'est important que mes clients dorment la nuit, puis que ça soit pas un élément anxiogène dans leur vie, leur portefeuille. Ça, c'est super important. En fait, c'est la base de tout. Donc, après ça, on peut avoir... Est-ce que tu les éduques à dire, tu sais, parce que moi, dans le fond, de ce que je connais, tu sais, j'ai quand même lu une couple de livres de finances. J'ai moi-même un ami très proche qui est mon je vais dire conseiller financier là, pour les besoins de la cause, qui gère, dans le fond, une partie de mes REER, CELI, REI. Puis, tu sais, moi, mon mot d'ordre, c'est plus t'es jeune, plus tu risques. Parce que t'as le temps de te refaire, tu sais. Si t'es rendu à 50 ans, c'est pas le temps d'y aller à un portefeuille à 70% d'actions, mettons. C'est encore drôle, dépendamment de la personne. Mais effectivement, la logique est très bonne. Puis oui, c'est une règle générale. En même temps, plus t'es jeune, plus tu risques. Justement, en situation, quelqu'un qui sort de son bac de l'université ou de sa maîtrise à l'université, la personne a quoi? Début vingtaine. Et elle me dit, écoute, moi, dans 2 ans, je vais m'acheter une maison. Est-ce que je vais risquer son argent? Non. Pas tant que ça. Parce qu'elle a besoin, elle ou il a besoin d'une mise de fonds. Puis en ce moment, on va s'entendre que le marché immobilier est super accessible. Je blague, mais c'est ça. Et là, excuse-moi, là, qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est ça. Non, dans 2 ans, on pourra s'en reparler dans 2 ans quand les gens vont avoir de la misère à payer leur hypothèque avec l'inflation actuelle qu'on vit. Penses-tu que ça va vraiment arriver? Allez, moi je le crois. Je pense que oui. Mais tu sais, il y a plein de monde qui partent de Montréal, mettons, puis qui s'installent. Moi, je regarde les maisons dans mon quartier qui se vendent à des prix pas possibles, puis tu sais, c'est souvent du monde de Montréal. Mais ces gens-là avaient genre un duplex qui ont payé 400 000 puis viennent de vendre 1,2 million, tu sais. Fait qu'ils achètent pratiquement à cash la maison à côté. Fait que même si les taux d'intérêt augmentent, eux, ça les affecte pas, tu sais, tant que ça. Ils se retrouvent avec une hypothèque plus basse. C'est pas eux autres, c'est ceux qui vivent de toute façon, de façon risquée depuis longtemps, que ça menace de péter à tout coup, que c'est eux autres qui vont avoir des problèmes, là. Ouais. Tout à fait, puis qui doivent assumer la surenchère en mise de fonds, tu sais, je veux dire... Il y a une limite aussi à être approuvé. Puis là, on sort un peu de mon champ de compétences, mais je connais ça quand même. Mais tu sais, il y a une limite à ce qu'une banque te finance avec une surenchère de 150 000. Là. La majorité, c'est assumé par le ménage dans la mise de fonds. Là. Donc, c'est clair. C'est ça.
Mais c'est... Écoute, on pourra s'en parler dans 2 ans, votre podcast, mais oui, Marc-Antoine, clairement, je pense qu'il va y avoir des belles opportunités. Est-ce que c'est dans 1 an et demi? Est-ce que c'est dans 3 ans? Je sais pas, mais... Ben, tant mieux, en fait. Moi, j'ai toujours entendu, tu sais, quand j'avais pris un cours de justement d'immobilier, puis il disait, tu sais, le meilleur moment pour acheter, c'était il y a 20 ans, puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fait que, est-ce que, tu sais, dans 2-3 ans, peut-être, c'est sûr qu'en ce moment, c'est complètement fou, là. Mais en tout cas, on verra. Il annonce des corrections sur le marché aussi, là. Fait que clairement, ça va un peu écraser, là, mais ça va pas être un crash, là, ça va pas être une chute vertigineuse, mais mettons que ça va plafonner puis ça va retomber un petit peu, là. Moi, je pense, je suis pas mal de cet avis-là parce que, tu sais, je pense avoir vu qu'il y avait des projections comme quoi les taux d'intérêt pour de l'hypothèque pourraient tourner autour de 7% d'ici 1 an et quelques. Fait que c'est énorme, là, 7%. Là. Ben, tu sais, les gens qui sont serrés avec un taux d'intérêt variable en bas de 2% qui date d'il y a 6 mois, 1 an, je suis pas certaine qu'ils vont être capables de payer leur hypothèque à 7%. Mais bref, ça sera à voir. C'est intéressant, ça, les taux d'intérêt. Ça m'amène à te poser la question de, tu sais, parce que nous, justement, là, quand tu penses à taux d'intérêt, les taux directeurs, quelqu'un qui a une maison, le premier impact qu'il va avoir, ça va être sur son taux hypothécaire. Mais pour quelqu'un comme toi qui travaille en gestion de patrimoine, en assurance, les taux d'intérêt, est-ce que ça a un impact au quotidien dans le travail que tu fais? Puis quel genre d'impact que ça a? Oui, bien effectivement, mais les obligations, dépendamment des types d'investissements qu'on choisit, les obligations sont liées au taux d'intérêt. Okay. Après ça, les marchés boursiers, veut pas, comment je peux dire ça, sont liés à la situation économique globale. Donc, qui dit qu'on touche le taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais il se passe beaucoup de choses, là, on va se le dire. Il se passe l'inflation depuis le début de l'année. Ensuite, la guerre en Ukraine qui a débuté, qui est venue affecter de façon très importante la chaîne d'approvisionnement, dont le pétrole. Donc, ça continue à affecter l'inflation. Alors là, ça prend quelque chose pour limiter cette inflation-là. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Ils vont venir augmenter les taux d'intérêt pour justement limiter l'inflation, parce qu'à un moment donné, on peut pas se retrouver avec une année avec l'inflation à 10%. Là, ça n'a aucun bon sens. Les salaires montent pas à la même hauteur, si on peut dire. Là. Mais on dirait que le monde a quand même encore plein d'argent. C'est ça que je trouve assez fou. Tu sais, le gaz a augmenté, comme tu dis, en débile. Le prix de l'immobilier, etc. Puis ça empêche pas le monde quand même de partir en vacances cet été. Ben c'est sûr, il y a eu 2 ans aussi où est-ce qu'on n'a rien fait, tu sais. Fait que est-ce que le monde a vraiment économisé pendant ces 2 ans-là? Moi, je te dirais que c'est les 2 années qui m'ont coûté le plus cher de ma vie. Parce que j'ai tout rénové mon entrée, j'ai refait tout mon paysagement, j'ai tout fait, comme ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars, mettons. Mais ça, c'est un investissement. Ben, ça en est un, mais ça coûte cher pareil. Oui, effectivement, mais parce que c'est ça vraiment dans ton un investissement. Ouais. Parce que, tu sais, l'essence, c'est une dépense pure et nette. Puis là, avec le télétravail et tout ça, ça aide quand même. Puis le dernier 2 ans, effectivement. Donc, non, les dépenses, en tout cas, moi, si je me fie à mon entourage, si je me fie à nos clients, il y avait énormément de liquidités. Là. Les gens n'avaient pas de dépenses, pas de resto. Très peu d'abonnements au gym ou de gym arrêtés par les quarantaines, les fermetures, les confinements. Pas de sortie nécessairement, très peu de loisirs, pas de voyage ou très peu. Donc, non, il y a quand même des gros comptes de dépenses qui n'étaient pas présents ou très peu présents depuis 2 ans, qui ont été effectivement transformés en investissement. Donc, qui dit investissement, comme tu dis, Marc-Antoine, on parle de projet d'agrandissement. On parle d'acheter un chalet, une maison secondaire ou peut-être un plex à revenus. On peut parler de justement investir plus sur les marchés boursiers. Donc, investissement veut dire plusieurs types d'investissements et de là qu'on peut parler aussi de diversification des actifs, diversification du portefeuille qui est aussi ultra important là, dans notre travail. Là.
Donc, d'être concentré seulement en action canadienne ou action mondiale ou internationale, ou on peut pas se permettre de faire ça. Là. Donc, ça fait partie aussi des bonnes pratiques de notre travail avec nos clients. Justement, avec les 2 dernières années, tout ce qui s'est passé, tu sais, là, comme tu dis, on comprend que les gens ont plus de liquidité, les gens ont plus d'argent, ils ont eu moins de dépenses, moins de sorties, moins de loisirs, tout ça. Puis, nécessairement, ces gens-là viennent te voir. C'est quoi le dénominateur commun de ce que les gens te demandent depuis 2 ans, justement, par rapport à leur investissement? Est-ce que ce qui s'est passé, ça a changé je sais pas, comment ils voient leur avenir, le fait d'une pandémie? C'est quoi ce que tu reçois comme demande le plus souvent quand ils viennent te voir? Mais c'est une excellente question. Pour la majorité, je suis pas très vieille, là. Je pense qu'on est tous dans la même génération. J'ai 34 ans, donc vous comprendrez que la majorité de mes clients, là, mettons, on va y aller en moyenne, ont plus 10, moins 10. Donc, souvent en service financier, dans notre clientèle, c'est comme ça. C'est comme ça pour la majorité des gens. Pourquoi? Parce que quand on tombe en affaires, on commence par notre réseau. Notre réseau a à peu près notre âge. Ensuite, il y a la famille. Donc là, il peut avoir des âges différents. Après ça, il y a des références de ces clients-là, puis un peu de cold call ou réseautage ou 5 à 7 externe. Donc, bref, la moyenne d'âge de mes clients, je dirais qu'elle tourne autour de 40 ans. Donc, pour la majorité de mes clients, c'était à peu près, tu sais, en pandémie, là, mettons qu'on revient en mars 2020. Ouais. C'était pas mal une des premières crises sur les marchés pour la majorité de mes clients. Pour moi, en tant que conseillère en gestion de patrimoine aussi, premier drop de moins 37% quand même sur les marchés boursiers, avec des clients qui commencent à avoir quand même pas mal d'actifs. Tu sais, on est quand même en accumulation de richesse à notre âge. Donc, tu sais, mettons, en 2008, là, en tout cas, moi, personnellement, j'avais pas d'argent sur le marché boursier, là, tu sais. Ouais. Donc, beaucoup, tu sais, qu'est-ce qui a changé, là, par rapport à la pandémie, Tristan? Mais je te dirais, je pense que c'est beaucoup relié aussi à ça dans mes clients à moi, puis à Antoine. C'est que c'était notre première crise, puis de dire, OK, là, on voit comment qu'on réagit en tant que personne par rapport à notre propre portefeuille. Beaucoup d'insécurité, beaucoup de questionnements. De la part de nos clients. Puis on en parlait aussi un peu plus tôt avec Marc-Antoine. Évidemment, il y a énormément d'éducation à faire avec nos clients, tu sais, de dire, regardez, est-ce que vous avez besoin d'argent en ce moment? Non. Parfait. Est-ce que ta situation a changé? Est-ce que il y aurait des raisons de croire que ton emploi est à risque? Parce qu'il y a eu ça aussi pendant la pandémie. Tu sais, les gens dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine de la restauration, il y a eu énormément d'incertitudes, de perte de revenus et tout ça. Donc, ça, c'est des questions, évidemment, qui viennent changer le profil du client, qui viennent changer fort possiblement aussi le choix des investissements. Et moi, la seconde que le client me répond, écoute, non, j'ai un bon poste, l'entreprise est en croissance. Nous, on a énormément de clientèle de dirigeants d'entreprise dans le milieu créatif, donc entreprises en technologie, qui ont continué de très, très, très bien aller en pandémie. Malheureusement, un peu pour d'autres domaines, là. Donc, on a vraiment vécu 2 extrêmes, hein? Une accumulation de richesse extrême d'un côté et des gens qui avaient de la misère à arriver à la fin du mois puis qui étaient sur la PCU puis que c'était super stressant. Donc, nous, on a été chanceux dans la majorité de nos clients. Alors moi, la seconde qu'on me répond, ben écoute, Geneviève, la business va super bien, elle n'a jamais été aussi bien que ça, on est en croissance, les profits augmentent, les revenus augmentent. Mon poste est vraiment pas, il est vraiment pas questionnable en ce moment et j'ai pas besoin d'argent, genre même qu'il me reste un 100 000 qui traîne dans mon compte en banque, mais j'hésite à l'investir. Mais, tu sais, c'est sûr. Il me restait un 100 000 dans mon compte. Ah ben. Ben, c'est ça. Quand on me dit ça, ben, c'est sûr que le profil change pas. On n'a pas besoin d'argent. Ça reste que les cycles économiques, hein, vous le savez, c'est une roue qui tourne. Ça peut près 10 ans, quoi, normalement. Oui, là, c'était le plus long cycle économique qu'on vient de vivre. Ça a pris 12 ans. Mais effectivement, là, la moyenne, c'est une dizaine d'années. Donc, c'est toujours de rassurer le client puis de lui dire, écoute, regarde ce qui s'est passé dans le passé, pas juste la dernière fois, mais les 6 dernières fois.
et tu me dis que tu n'as pas besoin d'argent maintenant. Au contraire, il y a une opportunité en ce moment sur le marché D'investir plus, là. En ce moment, c'est le temps, là. Exact. Ben, en ce moment, effectivement, puis ça fait 3 jours qu'on est dans le vert. Donc, les gars, si vous avez 100 000, appelez-moi. Mais on est encore à peu près à plus 3 aujourd'hui. Mais effectivement, j'ai fait une tournée téléphonique de plusieurs clients vendredi passé parce qu'on a du vert. Mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres baisses, là. En passant, j'ai aucune boule de cristal. Mais je commence à penser que le timing est très bon. Mais bref, pour revenir un peu à votre questionnement, c'est de rassurer beaucoup les clients, d'être beaucoup dans l'éducation. Et quand tout va bien, puis quand tout monte, ben c'est facile, c'est le fun, on est de bonne humeur, puis merci Geneviève, hey, vous êtes écœurants, tout ça. Oui, mais quand ça va moins bien sur les marchés, puis qu'on voit malgré ça que notre portefeuille performe relativement bien malgré ce qui se passe, puis on se fait, veut pas, des fois on se fait comparer avec d'autres films, mais je vous dirais qu'on se différencie énormément en ce moment. Okay. Par notre diversification de portefeuille, on investit aussi dans des fonds alternatifs pour différents de nos clients qui sont non corrélés au marché boursier, qui sont très, très peu volatiles depuis plusieurs années, qui donnent du rendement steady de 7-8%. C'est pas du rendement garanti, faites attention, mais veux pas, c'est quelque chose de très, très intéressant, beaucoup plus intéressant que d'être dans les revenus fixes qui rapportent pas beaucoup, d'être en CPG. Donc ça, c'est, tu sais, on a plusieurs façons de travailler qui viennent nous différencier. On personnalise beaucoup notre approche avec chacun de nos clients. Moi, il y a des clients que je parle à peu près à chaque mois. Tu sais, souvent, on va entendre dans le domaine financier, je parle à mon conseiller une fois par année, révision annuelle, je mets mes REER, CELI, DATIT. Chez Alta Stratégie financière, je vous dirais que ça arrive pas une fois par année. C'est minimum du 3 à 5 fois par année et pour la majorité, beaucoup plus. Mais nos clients sont jeunes, la vie évolue, leur situation familiale évolue, leur situation financière évolue, leur business pour la majorité d'entre eux évolue aussi. Donc, on doit toujours être réactif, être au courant de ce qui se passe, puis le savoir s'il y a 100 000 $ qui traînent dans le compte là, parce que faut être à l'affût quand même des opportunités puis des bons moments d'investir. Puis, on n'a pas de boule de cristal, mais bref. Mais comme là, mettons, en ce moment, tu te dis, moi, c'est ça que je fais en ce moment, tu sais, je continue d'investir, mais je rentre pas dans le marché. Fait que je fais juste mettre de l'argent comme en liquidité qui va être prêt quand ça va repartir. Mettons, comme pourcentage, tu sais, parce que je sais que ça dépend à chacun de sa réalité, ses dépenses, etc. Mettons comme truc que tu pourrais donner aux gens de dire, tu sais, peu importe le montant, tu sais, c'est important de mettre un peu quand même de côté, là. Y a-t-il un pourcentage, mettons, que tu recommanderais? Tu sais, moi, exemple, je me conditionne à dire, ben, je mets 20% de mon salaire brut, dans le fond, à chaque paye de côté moi, je le place dans mon REER, là, pour différentes raisons, là, mais, puis je fais ça aussi avec ma compagnie, je mets 20% à peu près par mois de tout l'argent de mon chiffre d'affaires, mettons. Mais tu sais, je sais que c'est beaucoup là, pour certains, mais y a-tu un montant que tu dirais, un pourcentage que tu dirais aux gens de faire? Et aussi, est-ce que tu recommanderais de dire aux gens, comme souvent on voit passer, quand tu reçois une paye, investis en premier, dépense après et non l'inverse? Ah, ça c'est sûr. Écoute, pour le pourcentage, c'est super difficile pour moi effectivement, tu sais, 20%, c'est énorme. 20% du revenu brut, en même temps, c'est une très belle habitude, très belle obligation parce que quand on s'oblige, tu sais, j'imagine que tu as des prélèvements automatiques, Marc-Antoine, autant dans ta business. Donc, c'est de l'argent. Ah non, tu le fais toi-même? Je le fais moi-même, là. Je le fais moi-même à chaque fois, je me levais. C'est parce que j'ai pris un peu de retard, là. Fait que je me dis, j'essaye, tu sais, je pense que de ce que je voyais. Je comprends. C'est quoi? C'est la cotisation maximale au REER, c'est 18, si t'es à jour, mettons. Ouais. C'est 18%, je pense, de ton revenu que tu peux mettre. Ouais, du revenu de l'année précédente, effectivement. C'est ça. Fait que là, j'essaye de mettre un peu plus, tu sais, pour essayer de rattraper un peu, c'est ça. Exact. Mais ça, c'est excellent. Puis si t'es capable de le faire, tant mieux, tu sais. Mais ça dépend des gens, ça dépend des business aussi. Si la business est en croissance, les gens sont en round de financement, ils ont des financements à repayer pour le cash flow puis la croissance de l'entreprise. Ils sont pas capables sûrement de mettre 20% de côté, tu sais. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Puis la personne qui va me dire, ben écoute, ma business, ça me ramène 30% steady de croissance à chaque année. Regarde, tu sais,
l'entrepreneur qui me dit ça, ben il a probablement le plein contrôle sur sa business, donc il a confiance en sa business. En même temps, des fois, il faut faire attention pour la diversification de portefeuille parce que il arrive quelque chose qu'on s'attend pas du jour au lendemain, comme une pandémie, puis on a une chaîne de restaurants qui fonctionne full pin. Ben peut-être qu'on va se dire, j'aurais peut-être dû faire comme Marc-Antoine puis me prendre 20%. T'sais. Mais en temps normal, là, exemple, combien tu dirais sans mettre un pourcentage là ou de quoi que ce soit, mettons, ton fonds d'urgence là, devrait être constitué d'à peu près combien de temps de salaire, mettons, idéalement? Ben, minimum 3 mois de revenus. Okay. Puis, quand tu dis idéalement, 6 à 8 mois. Brut ou net? Net. Donc, normalement, tu vis sur ton net. Ouais, exact. Donc, ton budget est par rapport à ton net. Donc, effectivement, 3 mois, c'est le minimum de tes revenus nets. Dans un monde idéal, 6 à 8 mois de revenus nets. Mais en montant accessible et non en réel nécessairement. On parle de fonds d'urgence. Exact. Okay, parfait. Par la suite, pour répondre à ton autre question, écoute, en pourcentage, c'est dur pour moi de... Mais tu sais, je te dirais, dépendamment de l'âge de la personne, tout ça, là, quand on est plus jeune, c'est plus difficile aussi. Quand on a une jeune famille, les dépenses sont plus élevées et tout ça. Mais c'est sûr que de s'obliger, puis tu le fais quand même, Marc-Antoine, puis félicitations pour ça, parce que c'est toute une discipline financière à avoir, mais tu sais, de s'obliger au moins à maximiser nos REER année après année. Puis ça, c'est sûr qu'on parle de personnes qui n'ont pas de fonds de pension, hein, parce que tout aussi, les gens qui ont des fonds de pension, ben c'est différent, puis on irait plus dans le CELI peut-être à ce moment-là. Ouais. Puis peut-être un peu moins élevé, ou tu sais, dépendamment du fonds de pension, s'il y a une protection par rapport à l'inflation et tout ça. Alors, parlons de gens sans fonds de pension, je pense que de s'obliger à au moins maximiser nos REER qu'on a le droit. Donc, peut-être pas de rattraper le passé comme toi, tu essaies de faire, Marc-Antoine, mais au moins d'aller chercher le 18% de l'année d'avant. Ça, je pense que c'est un bel objectif à avoir en tout temps. Et quand ça, c'est fait, c'est budgété, ça part de notre compte en banque, on s'en rend même plus compte, ben là, d'essayer d'y aller avec... de peut-être l'augmenter si on a justement des cotisations antérieures non utilisées. Puis une fois que le REER est maximisé, ben là, c'est le fun. On est juste de le mettre à jour à chaque année. Puis après ça, on a un outil super intéressant qui est le CELI. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Mais est-ce que tu conseillerais, mettons, que ça donne que tu as un retour d'impôt avec ton REER, avec ta cotisation horaire. Est-ce que, idéalement, tu le remets dans ton REER ou tu cotises à ton CELI? Ouais, c'est une bonne question. As-tu le droit de poser cette question-là? Ben, c'est ça, tu peux pas répondre. Non, mais ça va dépendre de la situation, ça va dépendre des objectifs. Mais, tu sais, nous, ce qu'on fait aussi, tu sais, on parlait justement combien qu'on va mettre de côté. Puis les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais voyons donc, c'est comme impossible que je mette 18% de mon année antérieure. Mais, tu sais, clairement. Ça, c'est ça. Exact. Puis je le comprends, puis c'est normal. Par contre, il y a des outils pour nous aider à l'atteindre le 18% antérieur. Donc, informez-vous des outils super intéressants. Le prêt REER, on n'en parle pas beaucoup, mais on peut faire des prêts REER sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ce prêt-là, évidemment, on paye seulement les intérêts, même il y a une possibilité d'avoir un congé de paiement d'intérêt pendant, de mémoire, c'est 3 mois en début d'année. Donc, on prend le prêt REER style le 25 février. Mon adjointe, elle m'aimera pas, ça m'écoute, mais bref, parce que c'est super dans la minute. Mais 25 février pour l'année d'avant, on se souvient qu'on a jusqu'à la fin février, des fois début mars, là, de l'année pour cotiser pour l'année précédente. Donc, exemple, fin février 2022 pour l'année 2021. On prend un prêt REER, congé de paiement jusqu'au mois d'avril. Ça, j'ai énormément de clients qui font ça. On paye rien. On est capable de mettre 10, 15, 20, 30 000 $ dans nos REER. On a un retour d'impôt. Donc, Marc-Antoine, peut-être pour faire du pouce sur ce que tu disais, qu'est-ce qu'on fait avec le retour d'impôt? Bien là, ça va dépendre de la situation de la personne. On rembourse le prêt. Mais souvent, on rembourse le prêt, il reste juste les intérêts. Mais je te dirais, dans les dernières années, les intérêts sont tellement bas. Là, ça va peut-être changer, mais c'est tellement bas que des fois, je dis aux clients, écoute, est-ce que ça te dérange tes paiements mensuels de prêt, intérêt et capital? Dépendamment de la réponse du client, s'il est capable de dormir la nuit, ben écoute, tu sais, à 3-4% d'intérêt de prêt REER, on va faire plus dans ton CELI si on investit quand même en croissance selon ton profil de risque. Mais évidemment, il faut connaître le client. Surtout dans les dernières années. En ce moment, c'est moins vrai. Mais dans les dernières années, je veux dire, tu fais plus que 5% dans un portefeuille croissance.
fais le calcul rapidement, ça vaut la peine de l'investir puis de conserver à rouler tes intérêts sur 12, 15, 20 mois la durée de ton prêt. Là. Ouais. Donc, il y a plein de façons comme ça qu'on peut optimiser. Tu sais, je vous ai entendu aussi dans un épisode, je ne sais pas c'est lequel, vous parliez aussi des REE, régime épargne-études pour les enfants. Mais c'est aussi, il y a des prêts REE qu'on peut faire. Donc, on va chercher les subventions du gouvernement, ça vaut la peine. On vient optimiser le portefeuille du client. Là. Donc, il y a plein d'outils comme ça qu'on peut utiliser pour aider à avoir des liquidités puis optimiser notre situation de façon fiscale. Le REA, c'était dans le dernier épisode qu'on a parlé de ça. Moi, je pense qu'on a touché à ça, dans le dernier. Je sais pas si c'était là que j'avais parlé, tu parlais de des trucs justement pour mettre de l'argent. Là. Je sais pas si toi tu la connais, l'application Moka. J'en ai parlé de ça aussi dernièrement. C'est une application que... Ben toi, en fait, c'est que c'est placé, c'est une application d'épargne dans le fond. Là. C'est connecté avec ton compte de banque, puis ça arrondit chacun de tes achats à l'entier supérieur. Puis tu peux mettre aussi, mettons, un montant fixe que tu décides par semaine. Tu sais, moi, exemple, juste pour dire, je mets 20$ par semaine plus l'arrondissement. Là, fait que ça fait à peu près entre 20 et 25$, mettons, par semaine que je mets de côté. C'est soit dans un CELI ou dans un... REER. Dans un REER, là, je le mets moi dans un CELI parce que je peux, ça constitue, mettons, si tu veux, un genre de semi-petit fonds d'urgence. Là. Mais tu sais, mine de rien, à la fin de l'année, il y a, tu sais, puis ce truc-là est vraiment pas risqué, là, genre dans le sens que j'ai pris un portefeuille vraiment, tu sais, très standard, là, mais c'est juste pour dire que je me forçais à mettre de l'argent de côté. Mais mine de rien, à la fin de l'année, j'ai entre 1000 et 1300$ que j'ai mis là, que j'ai pas vu passer. Puis, tu sais, ça peut te permettre de soit le retirer puis le mettre soit dans ton CELI, dans ton REER, ou de te payer des vacances ou quelque chose de même. Je trouve ça quand même cool comme petite application. Là. Tu parlais tantôt des prélèvements automatiques, c'est un genre de truc de même aussi. Ben oui, tout à fait. Tu sais, c'est rendu que les clients qui ont des prélèvements automatiques ne le voient pas passer. Puis l'autre chose qui est intéressante avec ça, on n'en a pas parlé, mais on vient, comment je peux dire ça? On vient répartir par rapport au prix des marchés qui bougent, comme vous savez, à chaque jour. Bien, on vient répartir le coût moyen dans l'année d'investissement. Donc, exemple, en ce moment, les gens qui ont des prélèvements automatiques à chaque semaine, à chaque 2 semaines ou à chaque mois, bien, on est en train d'acheter sur le marché à peu près à moins 20%. Mais quand on achetait au mois de janvier, bien, on était quand même dans le haut du marché ou au mois de décembre 2021. Mais quand on se rend compte souvent que les prélèvements automatiques sur 12 mois par rapport à quelqu'un qui va essayer de timer le marché, puis d'essayer de voir c'est où le creux, puis d'investir all-in dans le creux, ben on se rend compte que les prélèvements automatiques qu'on pense même pas, qu'on essaie même pas de timer, c'est plus efficace. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le secret, c'est d'être constant. Parce que tu vas empoigner des creux, tu vas empoigner des highs, puis si t'es constant, à un moment donné, tu vas avoir investi quand ça va être dans un creux, ça va finir par remonter. Exact. C'est ça qui est cool. Tout à fait. Moi, tu vas chercher une belle moyenne. Ouais, non, c'est ça, exact. Je suis quand même curieux avec tout ça de savoir ça t'est venu où, cette espèce de passion ou cet intérêt-là de travailler là-dedans, ça vient d'où? Hey, ça, c'est une bonne question. Il nous reste quoi? 7 minutes? OK, je vais faire ça rapidement. Mais rapidement, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, ma grand-mère a fondé une entreprise en 1962. Donc, elle était vraiment en avance sur son temps, là, une femme entrepreneur à ce moment-là. Mon grand-père devait encore signer les chèques à la banque. Elle n'était pas autorisée étant donné qu'elle était une femme. Ah ouais. Wow. Okay. Ouais. Wow. Donc, je reviens loin en arrière, mais je pense que mon histoire part pas mal de là. Ça, c'est ma grand-mère du côté de mon père. Donc, elle a fondé l'entreprise Les Bijouteries La Vigueur. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais il y en a dans plusieurs centres d'achat dans la grande région de Montréal. J'ai déjà acheté des bijoux, là. Oui, c'est ça. Exact. Donc, c'est un beau succès québécois. Alors, dans le fond, ma grand-mère, évidemment, s'est partie en affaires. Mais ses 2 fils, donc mon père et mon oncle, ont continué la business, continué la croissance. J'ai été impliquée à un certain moment dans cette belle entreprise-là, comme étant directrice aux ressources humaines, directrice des ventes. Puis, par la suite, je suis tombée enceinte et c'est sûr qu'on remet quand même les choses en question au niveau professionnel.
Et au niveau personnel aussi, tu sais, quand on fonde une famille, on attend un jeune enfant, je veux dire, dans le commerce de détail, des bijouteries Edgar, ben c'est ouvert. Ben là, c'est peut-être un peu moins vrai pendant la pandémie. Là, j'ai vu dernièrement Promenade Saint-Menot fermer à 18h le lundi, mais moi, dans mon temps, c'était jusqu'à 21h du lundi au vendredi dans toutes les Cadillac Fairview, là. Donc, c'est n'importe quoi ça, on va se le dire. Quand même. Ah non, t'as-tu passé la soirée à rien faire parce qu'il n'y avait pas un chat? Ouais. Ben, effectivement, mais les seules personnes qui étaient gagnantes, c'est le centre d'achat parce qu'ils pouvaient augmenter leur loyer étant donné que les heures d'ouverture étaient plus grandes, mais bref. Ça, c'est un autre débat. Mais, tu sais, c'est ça, en étant directrice, puis éventuellement peut-être voulant prendre la relève, je me suis dit, c'est-tu vraiment la vie que je veux, tu sais? Puis j'adorais ce que je faisais, j'adorais le domaine. Mais finalement, ça a été, pendant mon congé maternité, j'ai croisé un voisin qui était justement dans le domaine des services financiers. Donc, Marc-Antoine, si on peut le dire, dans le domaine des services financiers. Il travaillait, il était directeur chez Sun Life. Et il m'a dit, ben viens me voir à mon bureau, on va jaser, tout ça. Puis, tu sais, j'étais toute jeune, vous allez rire, là, j'étais au primaire. Puis j'étais sur l'ordinateur à la maison avec mon père, puis je gérais mon compte en banque sur Microsoft Money. Et je tripais, là. On s'entend, j'étais en première ou deuxième année primaire. Là. Alors, juste de rentrer, je sais pas si vous connaissez ça, Microsoft Money, mais en gros, c'est une conciliation bancaire, une tenue de livre. Donc là, je rentrais, mettons, mon petit retrait de 5$ que je venais de m'acheter des bonbons. Je me mettais une petite catégorie dans Microsoft Money, puis je disais achat de bonbons. Okay. Et là, mon revenu de 20$, cadeau de fête. Bon, bref. Okay. Fait que, tu sais, j'ai toujours trippé ces chiffres. J'ai toujours aimé la finance. J'ai aussi fait mon MBA, donc un master en business de John Molson à Concordia là, quand je travaillais en parallèle chez Bijouterie Lavigueur. Avant ça, mon background, c'était en kinésiologie. Donc, je fais énormément de sport, je m'entraîne depuis longtemps. Bon, bref. Fast forward, je rencontre ce voisin-là, je le rencontre chez Sun Life, je suis en congé de maternité, il me parle que je vais être à mon compte, je développe mes clients, je vais avoir de la formation chez Sun Life, j'ai à peu près 4 examens à faire pour avoir justement mes permis de conseillère en sécurité financière, tout ça. Là, je me dis, wow, c'est magnifique. À côté de la maison, je peux être sur la route, je peux être chez nous, je suis à mon compte. Moi, j'ai jamais été très bonne d'avoir un patron trop proche de mon épaule, là, Tristan, tu me connais un peu. Je suis une femme très indépendante, j'ai quand même un bon caractère, donc c'est sûr que du micromanagement ou me dire quoi faire, j'ai toujours eu bien de la misère avec ça, tu sais, il faut que ça soit de ma façon, puis si je me plante, ben, je vais m'en rendre compte moi-même. C'est ça quand t'as notre compte aussi. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir une personnalité qui fit avec ça, mais bref, moi, c'était parfait. Je me suis dit, je vais étudier pour mes permis pendant mon congé de maternité. Je rentre dans le domaine, puis après ça, j'ai rencontré Sébastien Lafont, qui est de la firme Lafont Services Financiers. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on est affilié à Lafont Services Financiers. C'est comme un agent général qu'on appelle en assurance. Donc, moi, je peux pas transiger directement avec Manuvie, avec RBC, tout ça. Alta Stratégie Financière n'a pas un assez gros volume. Donc, on doit avoir un partenaire fournisseur de services qui est un agent général qu'on appelle. Okay. Donc, suite à ma rencontre avec Sun Life, j'ai fait mes devoirs, j'ai rencontré le cabinet Lafont Services Financiers avec Sébastien. J'ai adoré leur modèle d'affaires. Eux, ils étaient vraiment concentrés dans les PME, dirigeants d'entreprise. Ils ont justement un département d'avantages sociaux complet chez Lafont, ce qui n'était pas le cas chez Sun Life. Ça m'allumait énormément. Je pense que c'est ma fibre entrepreneuriale aussi qui parle, puis venant aussi d'une PME familiale québécoise, ben en ce moment, je rencontre des entreprises monter leur régime d'assurance collective, des entreprises qu'on sait même pas qui existent. J'adore parler avec les entrepreneurs, de voir un peu leur vision, on n'a même pas parlé de ce volet-là. On n'a pas parlé de ça, mais là, ça sera pour un autre épisode. Mais effectivement, est-ce que le volet assurance collective pour des entreprises, ça pourrait être, c'est tout un autre sujet complètement à part qui pourrait être intéressant. Est-ce que vous avez des cartes chouchou dans votre podcast? Ou? Ah ouais? Tu pourrais être la première. Tu pourrais être la première qui revient. Mais en ce moment, juste par curiosité, t'as combien de clients tu t'occupes activement? T'as-tu le chiffre? Tu le sais-tu? Ou Oui, je le sais de plus en plus parce qu'on est en train de s'organiser. Là, on est beaucoup dans la gestion de notre croissance, là, comme énormément en ce moment. OK. Écoute, j'ai une centaine de dossiers d'assurance collective que je m'occupe.
Quand même. Hein. Puis j'en ai déjà, tu sais, j'en signe une dizaine par mois, là, 5 à 10 par mois. Donc, c'est en grande croissance. Au niveau de la gestion de patrimoine, on sert 275 familles en ce moment. OK. Puis, au niveau de l'assurance de personnes, ben c'est beaucoup là, soit nos mêmes clients de collectif ou nos mêmes clients de gestion de patrimoine. Si j'ai un nouveau client qui arrive par l'assurance vie, ben souvent on le transige par la suite, soit en collectif, soit en gestion de patrimoine. Mais tu sais, on a vraiment, tu sais, pour parler aussi rapidement d'Alta Stratégie financière, on se dit vraiment être le quarterback financier de nos clients. Donc, qui dit quarterback, c'est vraiment complet. On s'occupe autant des passifs que des actifs des clients. Tu sais, les passifs, on réfère à des courtiers hypothécaires. On travaille avec une firme très proche pour référer nos clients au niveau de leurs hypothèques. On a évidemment des firmes comptables, des fiscalistes, des avocats qu'on réfère énormément nos clients là-bas. Après ça, au niveau de la gestion de patrimoine, on peut s'en occuper. Au niveau des avantages sociaux, on peut s'en occuper à l'interne. Planification financière, on en a parlé un peu au début, on s'en occupe. Donc, on est vraiment une référence pour les clients. Puis, tu sais, ça arrive souvent à nos clients, connais-tu un comptable, connais-tu un fiscaliste, ou on regarde ses besoins d'assurance vie. Justement, dernièrement, j'ai un entrepreneur qui m'a approché, puis j'ai dit, tu sais, je sais pas si tu as quelqu'un, comptable, fiscaliste, mais ça va être vraiment important qu'on discute avec tes experts. Si t'en as pas, j'en ai. Mais il y a des choses et des contrats que moi, je peux pas faire de mon côté. Il y a la convention entre actionnaires qui est super importante en entreprise quand on parle d'assurance. Donc, c'est vraiment des domaines, on doit vraiment travailler en équipe avec tous les spécialistes autour, puis de se servir des compétences de tout le monde. Donc, je sais pas c'était quoi ta question, Tristan, on est contente par rapport à ça, mais... Non, mais c'était combien tu t'en gérais, tu sais, activement? Oui, exact. Okay. Exact. Ben, en fait, pour revenir à cette question-là, tu sais, si j'ai un client qui rentre par l'assurance vie, ben, ça sera pas rare qu'après ça, on va le référer à nos spécialistes autour, qu'il y a d'autres besoins qui vont sortir du lot. Puis ça va être un client qui va être avec nous pour plusieurs années dans différentes branches et services qu'on offre chez Alta. Très cool. Ouais, puis ça doit marcher pas mal comme tu disais, par référence, là, quelqu'un qui te réfère son neveu, sa nièce, peu importe, là, tu sais, puis après ça, l'autre part une compagnie, ben là, j'ai besoin justement de... Tu sais. Oui, cool, tout à fait. J'avais fait, moi, j'ai une petite parenthèse, j'avais commencé à lire les livres pour peut-être faire ça éventuellement, mais j'haïssais tellement ça que j'ai laissé faire. Okay. Pour faire l'examen de l'AMF, là, parce que, en tout cas, bref, j'ai une couple d'amis qui font ça aussi. Okay. Puis aller voir aller, c'est un domaine qui est très payant, là, fait que c'est ça. Mais bref, une aparté sur mon parcours. En terminant, Geneviève, tu peux-tu nous dire, c'est quoi que t'aimes le plus de ton travail, puis c'est quoi que t'aimes le moins? Ouais. D'être au client, d'être diversifié, tu sais, de jamais faire la même chose. Moi, un travail répétitif, routinier, ça marche pas. Donc, tu sais, justement, là, je tombe en réunion client pour un collectif. Après ça, c'est un pitch. Après ça, c'est peu importe, c'est de l'assurance, c'est de la gestion de patrimoine. Donc, ça, j'adore ça, de pas avoir de routine. OK. Autre chose que j'aime, ben, je suis très fière de l'équipe qu'on a montée, Antoine et moi, donc j'ai énormément de plaisir. Tu sais, je suis pas une fille qui reste dans son bureau en arrière de son écran puis qui est heureuse toute la journée. Là. Ça me prend du monde, je suis une fille super sociable, donc le fait d'être au client, mais d'être seule entrepreneur depuis quand même plusieurs années, je manquais un peu de travail d'équipe. J'allais le chercher quand même avec mes collègues chez Lafond et tout ça, mais là, j'ai vraiment un sentiment d'appartenance avec ce qu'on a fondé, Antoine et moi. Et ça, je trouve ça vraiment le fun et stimulant tous les jours. Puis, veux pas, il y a un peu mon côté de gestion des RH qui rentre en ligne de compte. Donc, ça, j'aime ça. Ce que j'aime moins, on appelle ça dans notre domaine, c'est de faire de l'administration, mais c'est très nécessaire. Donc, justement, d'être derrière mon ordinateur à gérer mes 3000 courriels. D'ailleurs, je suis à 2600 aujourd'hui, donc c'est pas super. 2628. Ça, je vous dirais que c'est quelque chose que j'aime pas. Là. Je fais une journée d'admin, là, je le mets à l'agenda, parce que j'ai pas le choix. C'est des suivis clients, c'est d'appeler le monde, de faire des suivis sur des dossiers, tout ça. Mais honnêtement, après 3 heures d'admin, faut que j'aille courir dehors, faut que je fasse quelque chose là, parce que je vais folle. Mais c'est nécessaire. Très cool.
OK. Ouais, je pense qu'il y a bien du monde comme toi, de toute façon. Qui aime pas ça, la poutine des emails, tout ça. Je pense que t'es pas la seule. Je pense pas que ça se limite seulement à la gestion de patrimoine. Qui engage des adjoints Ouais, exact. Ben, qui engage des adjoints pour gérer les emails. On cherche Marc-Antoine pour gérer les emails, justement. On avait quelqu'un jusqu'à fin décembre 2021. Hey, je vais trouver quelqu'un en 2 secondes. Là. Moi, j'en ai des adjointes virtuelles. Là. Il y en a. Faut-tu qu'elle soit virtuelle ou en tout cas, on en reparlera, mais. C'est un autre sujet. En fait, je pense qu'on va faire un babillard sur notre podcast. On va publier des offres d'emploi. Ouais. Est-ce que, en terminant, là, Geneviève, est-ce que j'imagine que tu prends encore des clients? Je sais pas si tu veux donner tes coordonnées. Ah, ben oui. Quelque chose si jamais quelqu'un veut te contacter. Oui, avec plaisir. Vous pouvez me contacter sur mon cellulaire, c'est le plus facile, 514-754-7391. Vous pouvez aller sur notre page aussi sur Facebook, LinkedIn. On a une page équipe Geneviève Lavigueur et Antoine Chaume et vous avez le logo Alta Stratégie Financière. Donc, vous pouvez nous écrire à cet endroit-là. Et sur nos réseaux sociaux, évidemment, vous avez nos adresses courriel. Donc, allez sur nos pages ou appelez-moi, envoyez-moi un message texte, ça va nous faire plaisir. On prend des nouveaux clients, là. Parfait. Fait qu'on va mettre aussi tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Ouais. Parfait. On tirera la page de Alta sur Facebook. Là. Yes. Hey, les plateformes! Les plateformes, ouais, c'est vrai, rapidement. Rapidement, pour ceux qui nous suivent jusqu'à la fin, vous pouvez nous écouter, notre podcast diffusé en général à toutes les semaines sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. On a notre page Facebook Entre deux Martini, Twitter @2martini. Maintenant, Instagram aussi, Entre deux Martini. En fait, il y a 2 photos dessus de moi qui bois des martinis. Juste mon verre de martini, en fait. Et si vous voulez nous écrire un courriel pour poser des questions ou participer ou quoi que ce soit, c'est entre deux martini en lettres, tout en lettres, @gmail.com. Fait que, je sais pas, Tristan, en fait, je vais commencer par remercier Geneviève d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment apprécié, ça a été bien instructif, puis certainement qu'on va planifier de te réinviter pour parler de d'autres sujets qu'on a abordés très sommairement, mais qui pourraient être plus approfondis. Fait que, très cool. J'espère que tu as aimé ton expérience. Oui, mais merci à vous deux. Puis effectivement, ça va me faire plaisir si vous voulez qu'on parle de d'autres sujets. Tristan a mes coordonnées et je viens de vous les donner. Donc, à très bientôt, j'espère. Merci, Geneviève. Tristan, t'avais-tu, toi, un mot de la fin là-dessus? Non, j'ai pas. J'ai beaucoup de mots en tête aujourd'hui avec tout ce qui s'est dit, mais en tout cas, on va juste dire que conseiller financier, c'est le mot du jour parce qu'il faut pas le dire. Hein. C'est ça. Fait que... That's it. Fait que, sur ça, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.